Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment reprendre les croquis que nous avons fait en cours et leur apporter de la lumière, des matières et puis des personnages et également un fond paysager qui donnera une identité et puis une atmosphère à votre image. Donc pour commencer, vous ouvrez Photoshop puis vous allez y glisser le croquis en question. Donc vous choisissez le croquis qui vous fait plaisir. Moi en l'occurrence je prends un croquis que j'ai fait pour un projet. Voilà, c'est une construction à la main dans laquelle il n'y a pas encore d'intention de lumière. Je vais la faire directement dans Photoshop, mais vous pourrez vous la faire à la main et ensuite la remplir sur Photoshop avec une plage d'ombre. Donc la première chose à faire pour vous, ça va être d'organiser votre document. En bas à droite, vous avez la possibilité de créer des groupes. Vous cliquez une fois, deux fois, trois fois. Des groupes s'ajoutent ici, que vous pouvez double-cliquer et renommer. Donc, le premier, je vais l'appeler fond. Dans ce groupe-là, je vais mettre le fond paysager. Le deuxième, je l'appelle ombre. Dedans, je mettrai mes plages d'ombre. Et le troisième, je l'appelle matériaux, parce que c'est là que j'insérerai mes matières. Et je pourrai ensuite déplacer les groupes les uns au-dessus des autres pour alterner et puis voir les effets de transparence que je peux créer d'un calque à l'autre. Donc la première chose va être de décider d'un fond. Donc ici, je vais prendre des montagnes. Vous prenez les fonds que vous voulez, sachant que dans notre sujet sur le parcours, le paysage, c'est un paysage lacustre. Donc on est sur l'eau, hein, ou sur la mer, comme vous voulez. Mais c'est exactement la même chose. Vous vous assurez bien, quand vous prenez votre paysage, qu'on a un rapport probable à l'horizon. Ici, j'ai mon point de fuite situé sur la ligne d'horizon. D'accord ? Cette ligne d'horizon est à 1,60 m du sol. Donc a priori, les montagnes vont se situer soit par ici, auquel cas ça veut dire que je suis très bas par rapport aux cimes des montagnes, soit ici, ce qui veut dire que je suis assez haut et que je suis à la même hauteur que les montagnes d'en face. Donc je vais faire ça, ça nous donnera une sensation d'élévation. Maintenant, pour découper votre paysage, vous allez le désafficher et avec l'outil lasso qui est ici, ou bien le raccourci L au clavier, vous allez sélectionner la zone qui vous intéresse, à savoir toutes les zones de vitrage. Donc on parle de cette zone-là. J'ai fait une erreur, on corrigera après. J'épargne le canapé. Vous allez voir que très rapidement on va arriver à un résultat plutôt probant. Voilà, j'ai fait ma sélection. Je recule. Vous voyez, ma sélection est faite. Je vois qu'il y a une erreur, donc je la corrige. Je peux ajouter une zone à ma sélection en appuyant sur Shift, en les laissant appuyer. Je clique. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'est mis à droite du symbole lasso. Ça veut dire que j'ajoute une partie à ma sélection. Je pourrais également, avec le même outil lasso, enlever une partie de ma sélection. Par exemple, si je fais Alt, vous voyez, il y a un petit moins qui s'affiche. Si je clique et que je fais ça, ça enlève une partie à ma sélection. C'est pas ce que je veux. Maintenant que j'ai fait cette sélection, je vais rafficher mon paysage et je vais aller en bas à droite de l'écran avec mon paysage affiché et ma sélection en pointillé et appuyer sur cet outil, ajouter un masque de fusion. Donc c'est le petit rectangle avec un rond au milieu. Je clique dessus et oh miracle, mon paysage s'est découpé. D'accord ? Donc c'est très bien, mais le problème c'est que j'ai perdu les montants verticaux de mes fenêtres. Donc je vais mettre mon paysage en produit, d'accord ? Ce qui signifie que ce calque, ces valeurs de couleur et de lumière sont multipliées avec le calque qui est en dessous. Donc ça fait apparaître les zones d'ombre. En l'occurrence, les traits des huisseries. Maintenant, je vais devoir dessiner les huisseries. Donc je vais faire des sélections. D'accord ? Je prends d'abord les points horizontaux. Puis les points verticaux.
Et vous voyez que je ne suis pas particulièrement regardant sur la précision, parce que quand je zoome sur le dessin, déjà l'épaisseur des traits a tendance à produire des imprécisions auxquelles on ne pourra pas pallier à moins d'être en 3D ou de faire un travail extrêmement long et fastidieux. C'est pas le sujet ici, puisque notre objet c'est d'arriver à des croquis rapides qu'on reprend en moins d'une heure sur Photoshop, et avec lesquels on arrive à faire quelque chose de potable. Donc je vais rajouter un montant ici, parce que ça manque un petit peu, pour donner la sensation de proximité des éléments du bâti. Donc j'épaissis un petit peu, puisqu'on est plus proche qu'ici. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir que je gomme cette partie-là, sauf que j'ai pas envie de le gommer. Ce que je veux faire, c'est faire un pochoir, et donc je prends le masque de fusion ici. Donc c'est important de comprendre que là j'ai mon image, ok. Vous avez le petit cadenas qui lie cette image au masque de fusion, et le masque de fusion agit en fait comme un pochoir. Je m'explique. Ce que vous voyez en blanc, c'est la partie que le masque de fusion ici laisse apparaître du décor qui est là. Ce qu'il y a en noir, c'est la partie qui masque. Donc considérez que ça c'est votre pochoir, et qu'à chaque fois que vous faites un masque de fusion sur une sélection, il va appliquer sur l'image que vous avez en cours un pochoir. Dans ce pochoir, le blanc est un révélateur, okay, de l'image qui est derrière, et le noir fonctionne comme un effaceur. Ça veut dire que je peux sélectionner soit le masque, vous voyez il est encadré en blanc, soit l'image. Si je sélectionne l'image, je clique droit, je peux la pixeliser, comme ça je pourrais la modifier. D'accord? Donc ça vous le faites, clic droit, en ayant sélectionné l'image, pixeliser. Ensuite vous revenez sur le masque. Ok? Ce que vous allez faire, si le blanc est un révélateur et que le noir fait du masque, vous allez prendre le pinceau, d'accord? Donc prenez un pinceau comme ça, le raccourci c'est B, sinon le pinceau est ici. Vous mettez à 100% en haut là, et vous vous mettez en noir. Tout est bon. On a dit que le noir masquait l'image, donc on rajoutait au pochoir ici. Donc je peins en noir, et qu'est-ce qui se passe? Ça gomme l'image. Sauf que ça la gomme pas tout à fait, d'accord? Parce que là, si je fais CTRL D, donc pour enlever la sélection, d'accord? CTRL D, je suis plus dans ma sélection, et que je sélectionne ici ce petit cadenas, en cliquant dessus, ça va désolidariser l'image de son pochoir. Si je reclique dessus, j'ai le cadenas. Si je bouge l'image, je bouge le pochoir avec. Si je désolidarise, je clique sur l'image, je la bouge à l'intérieur du pochoir. Et inversement, je peux sélectionner le pochoir et bouger uniquement mon pochoir sur une image qui, elle, reste fixe. Donc très utile, pourquoi? Parce que ça veut dire que d'un moment à l'autre, je peux décider par exemple, avec le pinceau, de peindre en noir une partie que j'ai envie d'enlever. Attention, ne peignez pas sur l'image, peignez sur le masque. Donc j'enlève de la matière, et avec le pinceau blanc sur le masque, toujours, je peux remettre la matière que je viens d'enlever. D'accord? C'est bien le même système qu'un pochoir. Ensuite, vous allez faire des sélections pour faciliter le travail. On pourra travailler en plus grand. Voilà. Donc j'ai remis la matière. On a notre fond paysager, c'est bon. Et donc maintenant j'ajuste en cliquant uniquement sur l'image et en déplaçant mon fond comme je le souhaite. On a dit qu'on voulait la cime des montagnes à peu près au niveau du point de fuite qui est ici et de la ligne d'horizon. C'est chose faite. Maintenant il va falloir que je décide d'une direction de la lumière. Le plus intéressant ce serait que la lumière arrive d'en haut à droite pour qu'elle pénètre mon bâtiment de cette façon-là et que ces rayons viennent heurter une partie de ce mur et une partie du sol ici pour mettre en valeur le canapé, le tapis qu'on mettra ici et puis une partie du mur là. Sauf que mon image n'est pas dans le bon sens, parce que vous voyez ici la lumière arrive de la gauche. Donc ce que je fais, je clique sur l'image, pas sur le masque, bien sur l'image ici. Je fais CTRL T, et vous voyez qu'un cadre apparaît. Ce cadre va me permettre de diminuer ou d'augmenter la taille de mon image, ou bien avec clic droit de lui effectuer un certain nombre de transformations. La première et la plus utile, c'est la symétrie.
Donc là, on va faire une symétrie sur l'axe horizontal pour retourner l'image et avoir une lumière qui arrive bien de la droite. D'accord? Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je fais entrer pour valider ma transformation et c'est bon. Et ensuite, je réajuste pour être certain que je suis bien là où je veux au niveau des montagnes. Bon. Deuxième partie, ça va être de déterminer les zones d'ombre et de lumière. Alors très grossièrement, on va le faire ici de la manière suivante. Comme je vous l'avais déjà expliqué, on peut le faire avec une seule et unique zone de gris, sans multiplicité des valeurs. Ce qui va nous permettre de traiter la lumière avec simplicité et de ne pas rentrer dans des détails d'ombre, d'ombre portée, etc. Toutes les ombres ont la même valeur. Donc là, je commence une sélection, vous voyez. Et ma sélection, je la fais aller par ici. Puis comme ça. Donc là, je suis en train de faire la projection de ce pan, d'accord, sur ce mur. Et ensuite, je vais aller par là. Ok. Et ensuite, je dois faire la projection de cette ligne sur le sol. Donc approximativement, je m'aligne sur le point de fuite qui est là. Et je tire ma ligne ici. Donc, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de dire, là j'ai de la lumière. Donc, je fais un nouveau calque, une couleur unie, je le mets en blanc, je les opacifie un peu, et là je sais que j'ai ma lumière. Sauf que ça nous est d'aucune utilité, parce que ce qu'on voulait, c'est faire de l'ombre. Donc on revient en arrière. Et notre sélection de cette zone, on va l'inverser. Pour inverser la sélection, et qu'on n'ait plus 7 endroits dans notre sélection, mais bien tout ce qui est autour, on va faire CTRL-SHIFT-I. Si vous ne voulez pas le faire avec le raccourci clavier CTRL-SHIFT-I, vous faites clic droit, intervertir. Et à ce moment-là, la sélection est inversée. Donc vous avez sélectionné toute votre zone d'ombre. Donc maintenant, on glisse le fond dans le groupe fond. Et dans le groupe ombre, on va créer un nouveau calque, couleur unie. Et là, vous allez sélectionner un gris chaud. Donc vous augmentez, vous allez vers le orange ici, pour éviter d'avoir des couleurs trop froides dans votre image. Et puis on va réchauffer ce gris, faisant virer vers les oranges. Donc là, c'est couvrant, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'image qui est derrière, parce que ma zone l'obstrue. Ce que je vais faire, c'est simplement passer ce calque, et aller dans les modes de fusion qui sont ici. Là, il est en normal. Je fais défiler les modes, et je vais le mettre en produit. Et vous voyez que là, je vois ce qui se passe derrière. Alors d'autres options, ça va être de le mettre dans différents modes. Je vous invite à essayer l'ensemble de ces modes avec des calques un petit peu différents quand vous aurez fini votre image. Vous voyez celui-là, soustraction par exemple, qui est intéressant, qui nous fait du bleu à la place d'une gris chaud. On va rester en produit. L'avantage de travailler avec ce petit outil, cette petite demi-lune, pour faire des couleurs unies, dégradées, nouveaux calques, etc., c'est qu'ensuite vous pouvez double-cliquer ici pour changer la valeur de votre gris. Et vous voyez que là, si je l'éclaircis, ça ne change pas ma sélection, mais j'ai un travail précis qui devient possible sur les couleurs et sur les variations de gris. Donc j'ai ma zone d'ombre qui est dessinée. Et maintenant, c'est pas tout. Si cette zone d'ombre est ici, évidemment les huisseries vont être dans l'ombre. On est d'accord? Tous ces montants sur le vitrage. Et puis ils vont avoir une projection au sol. Alors pour la projection au sol, je n'exige pas de vous une exactitude, même si on a vu avec l'histoire des piquets comment on le faisait en cours, mais une approximation. Je vais commencer à dessiner la projection des montants au sol. Et là, erreur, en fait il faut commencer par les montants verticaux, puisque l'avantage c'est qu'ils vont suivre la direction de ma lumière qui arrive d'en haut à droite. Donc là, il arrive ici, et puis il remonte sur le mur là comme ça. Pareil pour celui-là. Alors je le fais avec des outils, des objets complexes pour vous montrer ce que ça donne sur du complexe. Vous n'avez pas ces montants là évidemment, les projections d'ombre vont être plus simples dans vos espaces.
Et c'est là que c'est utile d'avoir une continuité avec le dessin à la main dont la construction apparaît encore. Parce que vous voyez que derrière le canapé, j'ai toujours les lignes qui me permettent de fixer la base de mes montants et de leur projection. Voilà. Donc, comment j'ai fait là pour avoir cet effet de perspective? C'est que j'ai imaginé que le soleil était dans une direction par là-bas, au-dessus, et que par conséquent, il avait une projection sur la ligne d'horizon qui me permettait de faire un point de fuite pour tous ces objets-là. C'est approximatif et je vous invite à vous entraîner à travailler avec une approximation comme celle-là, parce que ça vous permet de gagner en rapidité et d'éviter de vous perdre dans des faux discernements interminables sur comment vous allez faire arriver la lumière. Essayez de faire simple et efficace. Voilà. Et puis j'ai un dernier montant ici. Maintenant, exactement comme on l'avait fait avec le pochoir qui est là, okay, sur cette ombre, on a également un pochoir. Si je le désaffiche, désactiver le masque de fusion, vous voyez que toute l'image devient grise. Si je le réaffiche, le gris ne s'affiche que dans la zone qui est peinte en blanc. Donc ça veut dire que je dois peindre en blanc les montants, ou enfin leur projection en tout cas, pour qu'ils apparaissent. Donc je me mets en blanc, je prends l'outil pinceau, et sur le masque, attention pas là-dessus, hein, bien sur le masque, je peins en blanc. Et qui dit masque blanc, dit révélateur de la matière qui est derrière. Voilà. Donc là, autre souci, c'est que mon canapé, il y a des traits qui débordent dedans. Donc je sélectionne cette zone, et là je vais peindre en noir, dans le masque ici, et ça efface. Maintenant, il faut que j'imagine la façon dont la lumière impacte les objets qui sont autour de moi, cet environnement, en l'occurrence ce canapé. On est bien d'accord que un certain nombre de faces ne vont pas être éclairées, tandis que d'autres vont recevoir la lumière. Les faces qui ne seront pas éclairées, ce sera celle-là et celle-là, qui forment une sorte de L dans notre image. Celle-là et celle-là. Vous allez voir qu'avec très peu d'intervention, en sélectionnant quelques faces qu'on éclaire et d'autres sur lesquelles on applique des ombres portées ou des ombres propres, on va très rapidement dégager une atmosphère dans l'image. Donc je peux toujours me servir de ce calque ici, peindre en blanc les parties dont je souhaite qu'elles apparaissent comme ombrées, et ça révèle la couleur qui est en dessous. Voilà, donc là on a quelque chose d'efficace. Maintenant il nous manque l'ombre portée du canapé. Bien souvent vous allez vouloir construire l'ombre portée de toute pièce, je vous encourage à ne pas le faire. Prenez simplement la surface du canapé, faites-en une sélection, et sans sortir de l'outil lasso, quand vous allez le glisser ici sur la sélection que vous venez de faire, vous pouvez la faire glisser. Alors vous voyez qu'on a un souci parce que cette sélection ne correspondra pas à l'ombre portée. Donc je fais un CTRL Z. Cette zone, je vais faire un nouveau calque que je vais peindre avec l'outil pinceau. Alors quand vous êtes dans l'outil pinceau, pour prendre une couleur qui est déjà dans votre image, il n'y a pas besoin d'aller dans la pipette I. Pour rester dans l'outil pinceau, il faut que vous faites juste Alt. Et il se transforme en pipette. Vous cliquez, là vous voyez ça prend le gris qui est là. Vous cliquez, vous relevez votre doigt, vous enlevez Alt, et vous n'avez plus qu'à peindre. Pourquoi je l'ai fait sur un nouveau calque? Parce que j'ai besoin de déformer cette ombre. Donc je vais la transposer au sol, en imaginant qu'elle va par là. Puis CTRL T, et là je vais la déformer avec l'outil torsion. Donc dans CTRL T, transformation, vous faites clic droit, torsion, et vous transformez vos ombres. Voilà. Je vais enlever de cette ombre ce qui est en trop, en continuant à la transformer. Et vous voyez qu'elle rejoint mon point de fuite là-bas. Parce que le canapé rejoint le point de fuite, son ombre également. Voilà. Maintenant,
Je peux la mettre en produit pour mieux m'y retrouver et effacer les parties qui ne m'intéressent pas. Ce que j'aurais aussi pu faire, c'est tout simplement avec CTRL, cliquer sur la vignette qui est ici pour sélectionner l'espace qui correspond à mon ombre, désafficher le calque et venir simplement rajouter dans mon pochoir ombre de la matière. De sorte que toutes mes ombres sont sur le même calque, sont cohérentes, et ça m'évite d'avoir 10 000 calques à déchiffrer en permanence. Alors vous me direz, oui, il faut faire l'ombre d'épiètement, etc. Si vous voulez, mais quand on est à ce niveau-là, on n'a pas encore besoin d'aller jusque dans des détails aussi précis. Attention simplement à toujours bien les faire dans le même sens, avec le bon point de fuite. Voilà, donc on a déjà un petit peu une atmosphère dans notre image. Maintenant, il va falloir y ajouter des matériaux. Donc vous allez dans un fichier, vous stockez vos matériaux. Je vous invite à toujours avoir un dossier organisé, comme celui-là par exemple. Donc vous allez chercher dans les pierres pour en mettre au sol. On va prendre un travertin. Et nous allons distord avec une petite torsion. Je vous rappelle, clic droit, torsion. Et là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vu qu'on a notre dessin en dessous, on peut faire coïncider la matière qui est au sol avec le point de fuite qui régit notre espace. Voilà. Donc c'est un début. Maintenant, il faut la mettre en produit, cette matière. D'accord. Et là, vous voyez déjà qu'on commence à se perdre. Alors, réorganisons notre dessin. Ça, c'est l'ombre, donc ça doit être dans les ombres. Et notre matière, elle va dans le matériau. D'accord. Ensuite, je peux désafficher mes groupes pour travailler uniquement dans le groupe qui m'intéresse. Je vais appeler mon calque pierre. Le pixeliser, sinon je ne pourrais pas le modifier comme texture. Et le passer en produit. Et là, vous voyez déjà que notre image commence à gagner un petit peu en qualité. Alors vous pouvez à nouveau faire un masque de fusion si vous le voulez, ou tout simplement le gommer. Là, comme c'est un croquis rapide et une étude Photoshop en speed, je vais juste gommer la matière et pas faire de masque de fusion. C'est pas très orthodoxe, mais ce sera plus rapide. D'où l'importance d'avoir un dessin précis, qualitatif, où les détails ressortent, où la construction est juste, parce que si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien vous embêter sur Photoshop ensuite pour avoir quelque chose de propre. Voilà, donc je suis dans mon calque pierre, je supprime cette partie-là, et c'est bon. Ensuite, on peut appliquer un matériau sur ce tapis, et là je vais vous montrer une petite astuce qui nous permettra dans n'importe quel croquis de transformer une matière en tapis, en moquette ou en textile. Donc je vais prendre par exemple dans mes motifs ici, un motif de mosaïque que je trouve intéressant même si c'est un peu kitsch. Et ce motif de mosaïque, après l'avoir ajusté donc avec clic droit, outil de torsion, à mon tapis, à la zone dessinée au sol, je vais en transformer la matière qui devienne un tapis. Alors pour faire ça, donc là vous voyez c'est une mosaïque, ça n'a rien à voir, on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Donc vous prenez votre image ici, d'accord, j'appelle ça tapis, clic droit, pixeliser, et maintenant cette image, vous allez la modifier en allant dans filtre. Alors là c'est la caverne d'Ali Baba, donc vous ne perdez pas dedans. Et dans filtre, ici, vous avez une option qui s'appelle bruit, vous pouvez ajouter du bruit. Vous faites ajout de bruit, et là, il y a une sorte de pointillisme ou de pixelisation qui se fait au niveau de votre calque et qui lui crée une matière. Alors d'ici, c'est pas très joli.
mais quand on recule, ça ressemble déjà plus à un tapis ou une moquette. Maintenant, pour attendrir l'aspect un petit peu dur de cette pixelisation, je retourne dans Filtre, et je vais dans Flou, et je fais Flou gaussien. Et comme vous le voyez, ça a pour effet de flouter un petit peu notre tapis, et de lui apporter cette espèce de douceur qu'on attend dans une image quand on représente du textile. Voilà. Donc j'ai fait Filtre, Bruit, ajout de bruit, et ensuite Flou, Flou gaussien. Je vous invite à explorer l'ensemble de ces filtres, ils sont très intéressants, qui vous permettront de faire un certain nombre d'effets dans Photoshop. Alors là, pour que notre image soit un peu plus impactante, il faudrait s'occuper de ces montants-là qui vont vite nous gêner. Pour ça, je vais vous montrer une astuce qui fait gagner énormément de temps en ce qui concerne les sélections. Vous allez prendre toute la zone du vitrage où il y a ces montants. Et dans cette zone, il faut maintenant qu'on réussisse à enlever de notre sélection tout ce qu'il y a entre les montants, donc tout ce qui appartient au paysage. Or, il se trouve que cette sélection, on l'a déjà faite. Elle est dans notre groupe fond, paysage. Et là, outil très utile. Si je fais Alt, vous voyez ici, si je fais CTRL, vous avez un petit carré qui s'affiche. Et si je fais Alt, il y a un petit moins qui s'affiche dans le carré. Si je fais Shift, il y a un petit plus. Donc je vais faire Alt, et ça aura pour effet de réduire et de soustraire la sélection qui est dans le pochoir à ma sélection actuelle. Regardez bien ce qui se passe à l'écran. Je clique, et là, ne sont plus sélectionnés que mes montants. Je vais ensuite nettoyer ma sélection en enlevant les parties hautes qui ont été malencontreusement prises au moment de la soustraction. Et j'ai mes montants. Il ne me reste plus qu'à faire dans les ombres le travail du pochoir en peignant en blanc le masque de fusion pour faire apparaître le gris qui est derrière. Et là vous voyez qu'on n'a pas fait grand chose. Ça doit faire 20 minutes que je vous casse les oreilles. Mais en 20 minutes on a déjà réussi à obtenir une atmosphère et quelque chose de solide du point de vue de la construction artistique de l'image. Maintenant il restera un travail de matériaux à faire. On va commencer un petit peu ensemble et je vais vous montrer 2-3 astuces pour ça. Donc on va mettre du bois sur notre cloison. On va mettre un bois relativement foncé. Alors méfiez-vous de l'échelle des matériaux que vous utilisez. Il est évident que je ne peux pas l'utiliser à cette échelle-là. Vous voyez bien, le grain est trop gros. Donc je vais choisir l'astuce suivante qui va être de compresser la matière ici pour donner l'illusion qu'on a un fil du bois qui s'étend comme sur un stratifié sur toute la hauteur. Maintenant, je peux faire deux choses pour obtenir une texture que je vais pouvoir mapper. Je pixelise mon calque, soit je duplique les calques un par un, d'accord, en décalant et en espérant que ça ne me prenne pas trop de temps. C'est très fastidieux, donc évitez de faire ça. Vous allez tout simplement, avec l'outil sélection ici, appuyer sur Alt, puis clic. Vous voyez qu'une double flèche s'affiche. Cliquez sur l'objet et il se duplique tout seul. Vous voyez qu'ici j'ai un nouveau calque qui est créé. Attention à vos jointures, décalez-le un peu. Et regardez encore ici, je refais l'opération, je clique avec Alt, je déplace, un nouveau calque est créé. Je le refais une quatrième fois. Et voilà, j'ai ma texture. Maintenant, je vais fusionner tous ces calques en faisant clic sur celui-là, Shift,
cliquer sur le dernier, soit je les fusionne avec un clic droit en mettant fusionner les calques, soit je les fusionne avec CTRL E qui les fusionne tout de suite. Je vais appeler ça bois. Maintenant, je mets mon bois en produit, de sorte que je vois l'image derrière, et ça va me permettre d'effectuer ma déformation en perspective pour qu'il soit parfaitement ajusté à mon mur. Vous pouvez utiliser Shift au cours de ces transformations successives pour rester dans l'axe de ce que vous êtes en train de faire. J'ai mon bois, la lumière arrive dessus, je me dis oui mais je vais quand même l'éclaircir parce qu'il est un peu sombre et un peu triste. Puis j'ai une plainte là que je ne dois pas oublier. Je n'oublie pas la petite plainte qui va bien. Je peux décider de faire un nouveau calque avec une couleur unie. On va dire par exemple que la plante est brune comme ça. Je vais retravailler mon bois en faisant bien glisser dans le matériau. La plante, pareil. Et dans le matériau, mon bois, je vais le modifier. Alors, premier raccourci extrêmement utile. CTRL L. L comme Ludivine. CTRL L qui vous affiche les niveaux. Vous allez travailler avec la partie gauche pour renforcer les noirs. D'accord ? Avec la partie droite pour ramener de la lumière. Et avec la partie du milieu pour faire varier les gris entre le noir et le blanc. D'accord ? Donc là vous gérez les blancs, là les gris et là les noirs. Je fais OK. Et ensuite deuxième réglage, teinte saturation. CTRL U. CTRL U. Je peux régler la saturation de ce bois pour en faire un bois gris un peu plus alpin, ou alors lui rapporter de la chaleur et du beau. Je peux également ici modifier sa teinte, faire basculer vers quelque chose de plus rouge, cerisier, bois de rose, bien vers quelque chose de plus vert, comme des bambous ou des choses comme ça. N'abusez pas de ça, ça devient vite kitsch. Ici on va faire un bois un petit peu cendré, encore comme ça. Là on peut encore régler un petit peu la luminosité. Je fais OK. Et dernière petite chose à régler, la balance des couleurs que vous atteignez avec CTRL B. CTRL B, balance des couleurs, ce qui vous permet d'être encore plus précis dans votre gestion de la colorimétrie d'un matériau, en gérant d'un côté la balance entre les cyan et les rouges, le magenta et le vert, et enfin le jaune et le bleu, et de l'autre côté, le fait de travailler sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. Vous resterez dans les tons moyens généralement, parce que c'est ce qu'il y a de plus courant. Et ensuite, là par exemple, on peut augmenter la quantité de cyan. Vous voyez que ça vient bleuir un petit peu mon bois, ou la quantité de rouge qui vient le réchauffer. La quantité de jaune également, ou la quantité de bleu qui vient refroidir. Voilà. Très utile quand vous avez des essences de bois en l'occurrence, parce que ça permet soit de les réchauffer ou de les refroidir, ou de gérer exactement l'essence avec la teinte qu'on veut. Donc je fais OK. Et maintenant là-dedans, je vais supprimer une bonne partie de mon bois, puisqu'ici j'ai une sorte d'étagère. Je vais supprimer cette partie. J'ai mon étagère comme ça. Alors je peux décider non pas de le supprimer mais de faire un masque de fusion en inversant la sélection, donc CTRL SHIFT I, et il va m'effacer puisqu'il n'est pas dans ce contour là. Donc je fais un masque de fusion. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet ensuite de me rapprocher et de remettre du bois là où je veux.
peignant en blanc cette partie-là. Et donc ça me fait 2 compartiments de placard. Voilà, c'est un début. Je vous invite à travailler à la fois à la main et avec Photoshop pour commencer à mettre en couleur et en lumière vos images de façon simple, efficace et rapide. C'est un procédé qui vous servira dans vos autres projets. Donc n'hésitez pas à y passer un petit peu de temps, ce ne sera jamais perdu. Plus vous travaillerez en faisant des petits exercices comme ça, plus vous serez rapide et efficace. Ça deviendra des outils de création redoutables à l'avenir. Bon courage!